Radio Rec, it's on air. Alors que la campagne bat son plein et les paris sont relancés par l'affaire François Fillon, nous allons nous interroger ensemble sur ceux qui font les rois, les électeurs. Et parmi eux, plus exactement, sur ceux qui ne vont pas voter, ce que l'on appelle les abstentionnistes. Nous irons ensuite sur le terrain d'un autre désengagement. La déconnexion est un concept qui émerge et a d'autant plus d'écho qu'il détonne avec l'hyperconnectivité ambiante. La loi travail a créé un droit à la déconnexion ? Les cures de déconnexion se multiplient tandis que de nombreuses enquêtes démontrent les risques des nouvelles technologies. Alors comment se sortir de ces nouvelles servitudes volontaires ? Nous allons en discuter dans la deuxième partie de Descartes en main. Radio Rec, Descartes en main. présenté par Hugo. Et avec moi ce soir, Florent. Bonsoir Florent. Hello Hugo, bonsoir à tous. Avec moi également Priscilla, bonsoir. Bonsoir à tous. Et un petit nouveau, à qui je souhaite la bienvenue évidemment, Rémi. Merci et bonsoir à tous. Ah bah oui, un peu de réactivité Rémi. Complètement déconnecté de cette émission, à peine arrivé, déjà parti. Non, on va commencer sans s'abstenir, évidemment, on va parler de manière franche, directe et tout en conseil également sur l'abstention. Messieurs, mesdames, alors l'abstention, déjà un petit tour de table pour commencer en douceur. Est-ce qu'il y a parmi nous des abstentionnistes ? Nous sommes obligés donc de Alors nous dénoncer. Ben oui, Oui, mettez je crois un peu, on va parler carte sur table évidemment, c'est le concept de cette émission. Ouais. Je vais pas vous demander ce que vous mettez dans votre bulletin de vote, si bulletin de vote il y a, mais voilà, peut-être dévoiler si vous vous rendez jusqu'au bureau de vote justement. La seule fois où j'autorise l'abstention, c'est pour la langue de bois. Langue de bois s'abstenir, mais sinon, je vote toujours. Bon, déjà ça c'est franc. De l'autre côté de la table, alors en face de toi, Priscilla. Eh bien, malheureusement ou heureusement, je ne sais pas pour moi, je fais partie de ceux qui ne vont pas voter. Donc, il y aura des choses à dire, j'imagine, et du débat. Bah oui, on y reviendra. Voilà, pour finir ce tour de table, Rémi, ils t'ont grillé la politesse. Oui. Drôle de façon d'accueillir des petits nouveaux. Quoi qu'il en soit, l'abstention, tu es pratiquant ou pas ? En fin de compte, ça dépend. Je m'interdis pas de voter, mais disons que j'ai pas l'intention de donner la légitimité de mon vote à un candidat si jamais il m'inspire pas. Donc, vu que c'est pas le cas depuis longtemps, ça fait longtemps que je ne vote plus, mais je m'interdis pas de voter à l'avenir. Donc voilà, il y a pas de radicalité non plus dans ton abstention, mais il y a quand même, tu le disais, cette notion que j'ai retenue de légitimité. C'est-à-dire que pour toi, voter, c'est donner comme un cachet à un candidat. Exactement. Pour moi, ce qui fait le pouvoir, la légitimité d'un candidat, c'est le nombre de votes qu'il a pu recevoir. Et d'ailleurs, eux-mêmes le ressortent après. On l'a vu après l'élection de Chirac en 2002. Il a été élu avec une majorité beaucoup plus forte que ce qu'on a pu voir habituellement. Il n'a pas hésité à le ressortir à de nombreuses reprises pendant son mandat, justement pour appuyer ses actions. Et justement, moi, c'est un peu cette légitimité que j'ai pas vraiment envie de donner à un candidat. J'ai plus envie de voir quelqu'un faire une mesure que je ne soutiens pas en disant qu'il le fait justement en mon nom parce que j'ai pu voter pour lui par le passé. Florent, j'ai envie de me tourner légitimement vers toi puisque tu es celui qui vote autour de cette table. Il ne faut pas confondre pour répondre à Rémi. Et là, bon, peut-être que dans ce cas-là, ils l'ont confondu. Voter pour quelqu'un ou voter contre quelqu'un d'autre. Oui. Par exemple, là, l'exemple de Le Pen. Est-ce que 80% des votants à l'élection présidentielle de 2002 ont voté pour Chirac ou contre Le Pen ? Le quorum devait être partagé ce jour-là. Et comme on pouvait, par exemple, citer l'exemple de 2012. Là, une question se pose, est-ce qu'on a envie de ne pas voir des gens aussi ? Dans une élection à 2 tours, on dit souvent au premier tour on choisit, au deuxième on élimine. Après, en s'abstenant, est-ce que vous choisissez, est-ce que vous éliminez, est-ce que vous ne choisissez pas ? Moi, c'est la question que je me pose depuis longtemps et vraiment j'ai envie d'y répondre aujourd'hui. Oui, Priscilla, pour finir encore une fois ce tour de table, est-ce que tu partages cette notion de légitimité à donner à un candidat au moment du vote ? Oui, disons que ça fait partie en effet des raisons pour lesquelles je ne vais pas voter, c'est que je n'ai pas envie de tomber dans ce que moi j'appelle un tort de voter contre quelqu'un, ce qui est quand même dommage. C'est la preuve qu'en fait il n'y a personne qui inspire, ce qui est encore plus dommage. Moi je refuse de faire ce choix. Et au-delà de ça, surtout, et peut-être qu'on en reparlera plus tard, c'est que j'estime qu'on peut se poser des questions sur l'état de notre démocratie
et que le vote, on n'est peut-être pas une mascarade, mais je pense qu'on commence à s'en approcher dangereusement et que je n'ai pas envie de faire partie de ce genre de théâtre, de rentrer dans le jeu en fait pour quelque chose qui, à mon avis, ne sert plus à grand-chose. C'est un discours qu'on entend beaucoup, cette notion de théâtre, de mascarade. Est-ce que tu peux pas aller un peu plus loin pour qu'on y comprenne un peu plus ? Comme on en avait pu en parler pour les primaires par exemple, au final on se retrouve à la fin avec un choix très limité de personnes qu'on n'a pas vraiment choisies, primaire ou pas primaire dans la question. Donc on se retrouve avec 5-6 personnes, on ne sait pas trop d'où elles sortent, si ce n'est par des relations, par des moyens financiers, etc. On nous demande de choisir qui va nous représenter. Finalement, par exemple, les abstentionnistes ne sont pas réellement comptabilisés. Donc au final, même ce choix-là n'est pas pris en compte. Dans une démocratie, c'est quand même dommage, par exemple, je trouve. Et de plus en plus, on voit bien que même les gens pour qui on vote ne respectent plus leurs engagements, ne font plus vraiment attention à ceux qui ont pu voter pour eux et ne pensent qu'à ceux qui voteront peut-être à l'avenir. J'appelle pas ça un principe... ne pas respecter en tout cas ce que devrait être une démocratie et continuer à voter, pour moi, fait partie d'un faux-semblant, serait un faux-semblant, clairement. Et à contrario, Florent, pour toi, voter contre quelque chose, contre quelqu'un, contre un programme aussi, c'est quelque chose qui te motive ? Non, personnellement non, j'essaie de toujours avoir une forme d'adhésion. Après, je peux comprendre certaines personnes qui ont envie de voter contre quelqu'un. Bon, pour moi, c'est pas constructif. J'essaie, et là, on se rejoindra là, d'avoir un avis constructif, même si pour les méthodes seront différentes entre vous et moi, je pense, du coup. Mais voter contre, ça n'a jamais apporté de bonnes choses. Et tu trouves toujours quelqu'un qui te motive plus que quelqu'un pour qui tu peux voter finalement ? Tu arrives à t'y retrouver ? Les 3/4 du temps, oui, on s'y retrouve. Alors, il y aura pas. Et c'est quoi l'autre quart finalement ? Tu ne votes pas ? Non, des fois je peux voter à contre-cœur, mais je voterai quand même parce que je me dis, bon, un projet qui peut avoir des points qui vont me gêner, a aussi des points qui ne me gêneront pas et sur lequel je me dis, bon, là, on peut s'y retrouver, l'intérêt global ne va pas en pâtir. Et d'avoir un projet. Là, oui, peut-être dans ce cas-là, le moins pire. Alors, on ne vote pas contre quelqu'un, mais pour quelqu'un plus que pour quelqu'un d'autre, à la limite. Rémi, pour toi aussi, il y a, comme chez Priscilla, j'ai envie de dire, cette notion de mascarade qui prend le dessus au moment de ne pas voter finalement ? Oui, c'est un peu ça. C'est, comme je le disais, j'ai pas envie de soutenir un candidat qui ne m'inspire pas. Et c'est un peu le souci que j'ai en ce moment, c'est qu'aucun des candidats ne m'inspire confiance, aucun d'entre eux ne me donne vraiment envie de croire en lui ou de croire en son projet. En tout cas, plus qu'au-delà de quelques mesures qui ont l'air juste là pour faire joli, pour attirer les électeurs, et qui au final ne seront pas appliquées au cours du mandat de la personne cherchant à se faire élire. Donc oui, ça part un peu de là. Mais oui. Et ensuite, je voulais juste revenir quant au fait de voter contre. Effectivement, ça me pose problème, entre autres parce que toutes les personnes qui derrière voteront contre ne seront jamais comptabilisés en tant que tels. Les hommes politiques les comptabiliseront toujours comme étant des gens qui les ont soutenus, qui ont voté pour, et puis pour en revenir à ce que je disais tout à l'heure, qui leur ont donné leur légitimité, qui leur donnent leur raison d'agir. À ton niveau personnel, est-ce qu'il t'arrive de voter je parle de toute élection confondue. Est-ce que tu arrives à trouver parfois ton compte sur d'autres élections ? Je pense notamment aux élections municipales, par exemple. Oui, sur des élections plus locales, oui, effectivement. Je peux trouver des candidats, des personnes qui, pour une raison ou pour une autre, pourront plus s'inspirer confiance. Pour les gros scrutins, là maintenant, c'est devenu plus rare. Messieurs, dames, si je peux me permettre, allons voir un peu plus loin, de manière plus globale, sur les motivations qui, justement, amènent tant de personnes et de plus en plus de personnes à s'abstenir. Voilà, allons au-delà de vos cas personnels, peut-être pour analyser, je le disais, les motivations des abstentionnistes sur la France. Ils ont été près de 50% pour les dernières élections régionales, notamment. Voilà, Florent, je me tourne vers toi en premier. Qu'est-ce qui, pour toi, motive cet ensemble, j'imagine, assez disparate d'abstentionnistes ? Je vois, moi, deux grands ensembles. Alors, le premier, et mes deux camarades du jour en font partie, c'est des gens qui ne se retrouvent plus peut-être dans le système, et dans ce cas-là, j'aurais une question à vous poser, je la poserai à la fin de mon propos. Et la deuxième, pour être un peu trivial, des gens qui s'en foutent, clairement. Après, à ces gens-là, alors autant vous, voilà, il y a c'est argumenté, tout ça, donc j'ai envie de dire que c'est un minimum réfléchi, mais ceux qui s'en foutent, après, j'ai envie de dire, n'allez pas vous plaindre. Justement, l'abstention, parce que je reproche aux abstentionnistes, c'est après de se plaindre, mais
Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que le vote est un droit, n'est pas une obligation. Je crois qu'on y reviendra après, mais ça fait une grande différence. Si c'était une obligation, pour moi, on devrait compter les abstentionnistes qui donc font un choix. Mais comme c'est un droit, tu es libre de ne pas exercer ton droit, dire non c'est, mais c'est un choix personnel. Et est-ce que c'est vraiment une opinion après? Vu la diversité des raisons, je me pose cette question. Et la question que je vais finir par poser à mes 2 camarades, c'est, pour moi, c'est bien de vouloir dire, bon, le système ne va pas, ça me convient pas, tout ça, mais c'est comme en football, quand on dit il faut remplacer Olivier Giroud de l'attaque de l'équipe de France, mais par qui faut-il le remplacer? Donc là, par quoi on le remplace? Moi, j'écoute toujours les gens qui me disent il faut changer quelque chose, mais par quoi? Il faut des solutions concrètes. Ça fait 40 ans que j'entends Enfin, moi, bon, pas 40 ans parce que je les ai pas, mais ça fait 40 ans qu'on entend dans la société les mêmes arguments, mais on n'a pas trouvé autre chose. Alors, je vais vous demander, Rémi et Priscilla, d'abord de répondre à ma question, et puis je vous laisserai l'obligeance de répondre à celle de Florent, évidemment, dans un second temps. Mais voilà, répondons d'abord sur la question de savoir ce qui motive les abstentionnistes. Je pense qu'il y a déjà ce qui a été exprimé. Puis en plus, il y a autre chose qu'il faudrait prendre en compte aussi, c'est les personnes qui se sentent impliquées par le résultat des élections, mais qui elles-mêmes ne se considèrent pas comme compétentes pour voter. Oui. C'est quelque chose qu'on peut entendre aussi, c'est des gens qui se rendent compte, qui ne comprennent rien à l'économie, ou en tout cas qui ne pensent pas comprendre suffisamment le monde, les enjeux des élections et les propositions des candidats pour pouvoir se prononcer, et du coup renoncent un peu à leur droit de vote, parce qu'ils ne s'estiment pas légitimes pour l'exercer. Priscilla? Et moi je pensais peut-être en dernier lieu des facteurs, comme on pourrait dire, environnementaux, sociaux. Je pense que clairement... ce n'est pas une question de psychanalyse, mais par exemple, mes parents ne votent pas. Donc, mine de rien, le fait d'avoir aussi personne, par exemple, au fil du temps, avant d'être majeur, en tout cas, de ne pas voir, par exemple, ses parents aller voter, des choses comme ça crée aussi des sortes d'habitudes. C'est pas une excuse, mais je pense que ça peut jouer. C'est un déterminisme social contre lequel on peut aller, bien évidemment. Mais je pense que ça peut jouer aussi si nous ne sommes entourés que de gens qui ne vont pas voter pour multiples raisons. Ça peut aussi, j'imagine, influencer, comme le fait d'être entouré de personnes, au contraire, très impliquées, qui vont voter, ça donne forcément envie aussi de s'y mettre. Alors, quand tu parles d'environnement, c'est un environnement social qu'on oui, plutôt, oui. Très bien. Et si maintenant on peut revenir sur la question que posait Florent, par quoi peut-on remplacer l'action citoyenne, ce qu'on présente comme une action citoyenne, l'acte de voter? Vous avez des solutions face à ça? Ça, c'est vrai que c'est la grande question, et c'est ce que j'allais dire, c'est peut-être le seul reproche que je peux me faire en n'allant pas voter, c'est qu'évidemment, on subit de toute façon les votes des autres. Enfin, nous on ne vote pas, mais non, ça ne change rien au fait que quelqu'un sera élu, sans notre voix de toute façon, mais ça ne changera pas grand-chose à la question. Moi, ce que j'aimerais, c'est que l'abstentionnisme soit réellement comptabilisé. Par exemple, s'il y a 55% d'abstentionnisme qu'on compte, qu'est-ce qui se passe? Concrètement, c'est-à-dire que si vraiment la majorité de la population ne veut pas voter, qu'il n'y a vraiment personne qui n'est mis au pouvoir, qu'est-ce qui se passerait? Et alors, quel pourrait être... Je ne sais pas si ça pourrait exister un parti des abstentionnistes ou quelque chose comme... Enfin, c'est un peu pour rire, c'est un peu dans l'extrême, évidemment, mais c'est dans l'idée, c'est quand même une majorité, on n'arrête pas de le dire dans les articles régulièrement, plus de 36%, 40%, je ne sais pas, 50% des gens ne vont pas voter, et pourtant des gens sont quand même élus, parfois avec au final peut-être 20% de la population qui a voté. C'est quand même... il y a quand même quelque chose qui ne va pas, je crois, quelque part, et... Après, ce cas-là concerne une minorité d'élections, les plus petites entre guillemets, voilà, les élections européennes. Pour une élection présidentielle là, qui nous intéresse actuellement, il va y avoir entre 15 et 25% d'abstentionnistes. Je ne pense pas me tromper, sinon je me ferai taper sur les doigts dans 3 mois. On s'en rappellera. Et effectivement, du coup, il n'y a pas de majorité dans ce cas-là. Donc, on ne peut pas, sur cet argument-là, remettre en cause l'élection d'un président de la République, par exemple. Non, mais même pour des élections locales, à mon avis, ça peut arriver. Et je pense que l'élection d'un maire influence tout aussi bien la vie d'une personne. Oui. Et par exemple, même dans ce cas-là, qu'est-ce qui se passerait à l'échelle d'une ville, certes, mais l'abstentionnisme concerne toutes les élections, il me semble. Bon, c'est vrai qu'on parle beaucoup des présidentielles, puisque c'est là le plus gros enjeu, mais... Oui, Rémi, peut-être pour compléter ces réflexions autour de ce que l'on ferait finalement si on avait plus d'abstentionnistes que de votants. Ensuite, tout dépend de quelle proportion. Effectivement, comme on se disait, si on arrive à 90% d'abstention pour l'élection présidentielle, forcément, les hommes politiques vont se retrouver obligés de réagir. Ils ne pourront pas rester à continuer comme si de rien n'était. Il y a quand même un gouffre entre 90% et 10% et 15%. Et c'est clair qu'on n'y arrivera jamais. Je suis parfaitement d'accord avec ça. Maintenant, peut-être qu'en augmentant un peu cette proportion, on va pouvoir au moins permettre de faire prendre conscience qu'il y a quelque chose à changer.
ça sera dans la douceur. Forcément, ça va pas changer d'un coup. Je suis parfaitement d'accord avec vous là-dessus. Mais ça peut au moins avoir une influence là-dessus. Changer, pourquoi faire après? Parce que c'est bien de beau de dire qu'on change, justement, mais pourquoi? Et justement, ce qu'il qu'il faudrait, justement, c'est pouvoir y réfléchir et pouvoir permettre aux gens d'y réfléchir. Là, ce qui se passe, c'est que actuellement, toute l'action politique du citoyen moyen se résume à aller voter, rien de plus. Et justement, on n'encourage pas les gens à faire quoi que ce soit de plus. Quelqu'un qui vote, aujourd'hui, considère qu'il a fait tout ce qu'il avait à faire dans la vie politique de son pays. Et c'est complètement faux. Mais justement, moi, je vote pas, mais je suis quand même là en train de parler de politique avec vous ce soir. Et sincèrement, j'ai l'impression de faire quelque chose de plus intéressant, de plus valorisant que simplement aller voter et donner une opinion brute, non nuancée, qui sera interprétée très probablement à tort par quelqu'un d'autre ensuite. Si je peux vous poser une question, messieurs, dames. Florent, tu parlais tout à l'heure, tu distinguais deux types d'abstentionnistes. Si l'on veut résumer, un abstentionnisme de combat et un abstentionnisme je m'en foutiste. Messieurs, dames, je me tourne vers Priscilla et Rémi avant tout. Vous semblez vous trouver dans la première catégorie, celle des abstentionnistes de combat. Quelle proportion vous voyez entre les deux catégories parmi les abstentionnistes, et est-ce qu'on peut vraiment considérer que à terme l'abstentionnisme est un vrai choix ou une simple indifférence à tout l'appareil, tout le système politique finalement? Là, je crois que c'est difficile de savoir, à moins de discuter directement avec les gens. Moi, ce que je vois beaucoup, c'est plutôt des gens qui vont voter par acquis de conscience, à la rigueur, peut-être, en se disant c'est bien, j'ai fait mon devoir de citoyen. Mais ceux qui ne vont pas voter, j'en connais pas tant que ça, en fait. Je me rends compte que je n'en connais pas tant que ça. Et je pense que dans ceux que je connais, ça a beaucoup en fait du je m'en foutisme plus que d'autres choses. Cette impression que de toute façon, ça ne sert plus à rien, mais même plus l'envie de combattre non plus, même par un choix de retrait, certes, ça, ou alors que de toute façon la politique, j'y comprends rien, ça ne me concerne pas, alors que ça, à mon avis, c'est peut-être la plus grosse des erreurs à faire. Ce qui est marrant, c'est que tu as parlé de devoir de citoyen. Oui, qui n'en est pas un, mais c'est un droit. C'est un droit, mais la plupart des gens, parce que moi, combien de fois en tant que femme, c'est ça la question aussi. Moi, combien de fois en tant que femme, on m'a dit, ah mais tu te rends bien compte quand même, tous les combats qu'on a eu pour que les femmes aient le droit de voter. Bah justement, elles se sont battues pour aussi avoir le droit de ne pas voter si j'estime et si c'est argumenté. Et je trouve ça dingue qu'à l'heure actuelle, on puisse me dire, bah quand même... Oui, c'est un faux débat finalement, parce que évidemment, on y reviendra, il n'y a pas le droit, il n'y a pas de devoir de voter, ce n'est pas obligatoire, mais c'est bien un droit en France. Pour revenir finalement, si vous voulez bien, sur un côté un peu plus partisan, un peu plus réaliste, presque j'ai envie de dire, à qui profite le crime? C'est la question que j'ai envie de vous poser, messieurs, dames. Rémi, peut-être pour commencer, à qui, à ton avis, profite ce haut taux d'abstention et ce taux de plus en plus haut finalement? Là, je pense que je ne peux pas ne pas citer le FN, qui clairement est désigné perpétuellement comme étant le grand gagnant, enfin en tout cas le grand profiteur de tous ces taux d'abstention. Mais effectivement, c'est tous des partis comme ça qui représentent au final peu de monde. Au final, ceux qui profitent vraiment de l'abstention, c'est peut-être plus les catégories de personnes qui, elles, sont assez peu touchées par cette abstention. Je pense notamment aux personnes âgées, aux personnes plus riches, aux personnes bien intégrées dans le système, qui du coup peuvent se retrouver à pouvoir faire une élection alors qu'elles ne représentent pas la majorité de la population. Et ça veut dire qu'on se retrouve avec un fort taux d'abstention dans une situation où un candidat peut se permettre de faire un programme très orienté qui ne va bénéficier qu'à une partie limitée de la population, mais qui sera la partie qui ira voter et qui ira l'élire. Florent ? Alors, je rejoins un peu ton idée, j'allais parler des personnes âgées, plus que du Front National, vraiment des personnes âgées. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, si c'est les gens qui votent, il faut cibler les gens qui votent. Le but d'une élection, il ne faut pas se mentir, c'est de la gagner en défendant des idées. Alors après, il y a des programmes, je ne pense pas non plus que dans les différents programmes, de quel bord qu'ils soient, ça soit des programmes qu'à destination des personnes âgées, il y a des choses pour tout. Après, ce qui est mis en avant, effectivement, c'est ce qui va parler aux électeurs qui votent. Puisque, évidemment, c'est eux qui font le résultat. Donc si on parle à des gens qui ne votent pas, ça peut être très risqué. Alors, il y a deux choses. Soit on arrive à leur parler, on arrive à les faire se déplacer, ça bouge le scrutin et on va dire gros succès, ils sont jamais allés voter et là grâce à vous ils sont allés voter. Soit sinon, et c'est le cas qui arrive le plus souvent, on parle à des gens et ça rentre dans une oreille, ça sort par l'autre et au final on fait un bide. Et comme le but c'est d'être efficace, je pense dans tout ce qu'on doit faire dans notre vie, on doit essayer d'être efficace pour après porter un projet. Effectivement, on peut dire oui, il y a souvent des différences entre les promesses de campagne et ce qui se fait pendant 5 ans, mais le problème c'est que pendant une campagne, on ne parle pas
de la même façon que quand on est élu. Quand on est élu, voilà, aujourd'hui Hollande, depuis 5 ans, doit parler à tout le pays. Alors que quand il était en campagne, il a ciblé certaines cibles pour pouvoir remporter cette élection. Et est-ce que la question, moi, c'est aujourd'hui les différents candidats, sont-ils prêts à parler après la campagne dans tout le pays? La campagne, c'est bien beau, mais moi j'ai envie d'essayer de réfléchir à ce qu'ils vont faire après. Et le jeu de la campagne fait qu'ils ne le montrent pas. Priscilla? Oui, on a parlé, Rémi a abordé la question du FN, qui à mon avis est une sorte de menace qu'on agite sous le nez des abstentionnistes, histoire de leur faire un peu peur en disant vous vous rendez bien compte, si vous n'allez pas voter, c'est ce qui risque d'arriver, ça sera de votre faute, ou on sait pas trop comment ça se passe. Et par rapport aux personnes âgées, il y avait, et c'est vrai, je pense que là où il y a la plupart des abstentionnistes, ce sont chez les jeunes. Et c'est là que les politiques ont du mal, je pense, c'est à mobiliser la jeunesse. Alors, je parle jeunesse jusqu'à une bonne trentaine d'années, facilement. Mais je pense que c'est là que le bas blesse. Et c'est souvent là aussi où on dit que la plupart des jeunes se tournent de plus en plus vers des partis comme le FN, justement. Donc, je pense qu'il y a quand même des rapports, qu'on le veuille ou non, entre un fort taux d'abstentionnisme chez les jeunes. Et à chaque fois, on donne l'impression que s'ils allaient voter, ça serait plutôt FN. Après, réalité ou pas, on ne sait pas puisqu'ils ne vont pas voter. Mais j'arrive pas trop à savoir si c'est juste une menace un peu pour faire peur ou si c'est une réalité, parce que moi, je connais pas tant de gens que ça autour de moi qui iraient voter FN. Oui, et les chiffres montrent une réalité un peu différente, même si pas tout à fait vérifié, pas tout à fait sûr, mais voilà, il semble que ça ne soit pas tant le cas que ça. A contrario, j'ai envie de vous parler, moi, de Jean-Luc Mélenchon, de Benoît Hamon, qui semble finalement attirer un certain nombre d'abstentionnistes. C'est ce qui s'entend. Est-ce que vous croyez à ce genre de choses? Non. Personnellement, non. Parce que finalement, les gens qui vont voter pour ces gens-là avaient sûrement voté déjà il y a 5 ans pour à peu près les mêmes. Certains n'y vont pas. Oui, il y aura des abstentionnistes qui vont y aller, mais ça va être à la marge. Grosso modo, ceux qui votent, c'est à peu près toujours les mêmes. Et bon, ça rejoint ce qu'on disait depuis le début de l'émission. Et pour rebondir aussi sur le FN en même temps, et ça reviendra, le vrai comparatif à faire, c'est plus qu'en pourcentage, se dire tiens, ils sont passés de 15 à 20, c'est en nombre de voix, effectivement. Depuis 15 ans, le Front National augmente en nombre de voix aussi. Donc il y a de plus en plus de gens qui votent pour eux. Alors c'est sûr que ça se transparaît plus fort sur les pourcentages, car s'il y a plus d'abstentionnistes, le pourcentage sera plus fort, mais le nombre de voix en lui-même augmente. Alors, si ce n'est pas Mélenchon ou Hamon qui sauve la démocratie, entre guillemets, j'y vais avec de grosses guillemets, évidemment, comment peut-on amener les gens à retourner dans les bureaux de vote, messieurs, dames, à vos mesures, s'il vous plaît? Priscilla, peut-être? J'ai envie de dire, j'irai voter quand il y aura quelqu'un que j'estimerai réellement, peut-être pas sincère, c'est peut-être pas ce qu'on attend d'un homme politique, je sais pas comment dire ça, mais qui vraiment m'inspirera. Je crois que c'est peut-être tout bête à dire, mais les gens iront voter quand ils auront la sensation de voter pour quelque chose. Je pense qu'à partir du moment où on a vraiment envie, de toute façon, il n'y a aucune raison de ne pas y aller. Donc, soit un candidat, comment on dit déjà, le candidat, finalement, un candidat iconique presque, ou un renouvellement de la classe politique. Voilà, je crois que c'est à peu près ça, parce que depuis les dernières années, c'est vrai qu'on retombe un peu tout le temps sur les mêmes, donc je pense qu'il y a aussi un peu que les gens en ont un peu marre aussi, de voir tout le temps les mêmes têtes, toujours les mêmes promesses et les mêmes résultats au final. Rémi ? Oui, alors il y a ça d'une part, il y a également autre chose, c'est changer un peu le mode de scrutin et la manière dont on peut exprimer notre opinion. C'est-à-dire qu'actuellement, on vote pour un seul candidat. Pour ce qu'on en sait, peut-être qu'il y en avait un autre qui nous plaisait tout autant, puis beaucoup d'autres qu'on détestait. Enfin, il y a déjà eu beaucoup de réflexions qui ont été faites sur d'autres modes qui permettraient de sélectionner plusieurs candidats, de les classer par exemple. Je crois que c'est ce qui se fait en Irlande pour certaines élections. Oui, ça s'est fait aussi sur la primaire.org. Une primaire qui a désigné un candidat. Voilà. Elle va sûrement peut-être pas avoir les signatures, cette candidate, mais ça a été fait comme ça. Et par contre, ça a été aussi... Le problème de ce scrutin-là, c'est qu'il était hyper compliqué. Donc, Oui, c'est hyper compliqué, mais en même temps, on est quand même une période où on a des outils qui ont été développés qui peuvent permettre de changer un peu la manière dont on s'y prend. Là, le mode de scrutin, les votes uniques où on met un seul bulletin dans l'enveloppe, quelque part, c'est déjà quelque chose qu'on était capable de faire il y a 200 ans. Maintenant, on est capable de traiter des informations, on est capable de les transmettre, on est capable de penser d'autres méthodes d'exprimer notre opinion, et peut-être qu'effectivement, si on peut exprimer notre avis de manière différente et de manière plus complète, ça peut aussi motiver à aller l'exprimer. Précisément, qu'est-ce que ça donnerait ?
Tu parles d'outils, tu parles du fait qu'on a acquis un certain nombre de compétences, je dirais, citoyennes. Comment ça peut s'exprimer aujourd'hui, ce renouvellement presque de l'outil électoral? Déjà, outre le fait de passer à autre chose qu'un mode de scrutin simple à 2 tours, on pourrait déjà faire un classement entre divers candidats. J'ai vu plusieurs systèmes, comme par exemple leur attribuer une note, puis ensuite choisir le candidat qui a obtenu la médiane la plus élevée. Et sinon, on pourrait également envisager de consulter les citoyens beaucoup plus souvent, dans la mesure où on pourrait voter, je sais pas, est-ce qu'il serait possible de voter depuis chez soi, depuis son ordinateur? Est-ce qu'il serait possible de faire quelque chose qui soit sécurisé? A priori, c'est quand même extrêmement compliqué, mais on pourrait peut-être se poser la question aussi de recueillir l'avis des gens comme ça plus facilement et de commencer à nous réimpliquer en nous donnant la possibilité de nous impliquer davantage. Florent? Je reste dubitatif, clairement. C'est pas parce qu'un système a 200 ans qu'il est forcément devenu mauvais. Non. L'exemple, j'ai déjà eu l'occasion d'en parler dans cette émission. J'étudie les scrutins beaucoup. J'avais pas mal étudié les scrutins américains de l'année dernière. Et ce que j'en ressortais, en même temps avoir suivi la primaire.org avec des amis, c'était bien compliqué. Tu parlais tout à l'heure de gens qui ne s'estiment pas compétents pour juger tout ça, mais qu'est-ce que ça serait pour ces gens-là ou même pour d'autres si même le mode de scrutin, la façon de s'exprimer était aussi compliqué? Parce qu'effectivement, attribuer des notes à chacun, ça veut dire avoir un certain jugement, par exemple. Puis après, l'histoire de médiane et tout, ça a fait appel à des calculs. Alors moi, j'ai fait des maths, je suis capable de comprendre des calculs, mais franchement, je me suis penché sur ce calcul à la primaire.org. J'ai mis un certain temps avant de le comprendre. Et j'imagine pas l'opinion comme ça. On aurait une lecture de résultats qui prendrait des jours. Ça pourrait être extrêmement compliqué. Alors qu'on a besoin de simplicité et de clarté. On réclame de nos hommes politiques qu'ils soient clairs, transparents et simples, mais là, on propose quelque chose qui est en soi plus complexe. J'ai peur que le mieux soit l'ennemi du bien. Alors, si je veux me faire l'avocat du diable presque face à nos deux, combattants du non-vote, en quelque sorte, j'ai envie de parler notamment du fait que ce soit quand même assez compliqué de se réinscrire sur les listes électorales, notamment au moment du déménagement. On sait que c'est pas si facile que ça. Alors, est-ce qu'il n'y a pas des solutions à ce niveau-là, au niveau administratif, finalement? Je l'ai fait, la réinscription. J'ai déménagé cette année, donc je suis allé m'inscrire. Aujourd'hui, tu es capable de faire tout ça par Internet. C'est-à-dire que tu te mets en ligne sur le site du gouvernement, qui est facilement trouvable sur Google, puisque dès que tu tapes inscription liste électorale, c'est le premier lien. La démarche à suivre est claire. Tu as juste besoin de prendre en photo avec ton smartphone ou avec un scanner. Et là, je pense que dans l'entourage de chacun, tu peux trouver au moins un smartphone. Donc de prendre ta dernière quittance de loyer et une facture d'électricité, et ta pièce d'identité, et d'envoyer cette demande, tout ça, et il te renvoie tout à la maison. Je veux bien qu'il y a 10 ans, ce fût peut-être plus compliqué de s'inscrire, mais aujourd'hui, c'est devenu relativement simple, et j'en parle par expérience, pour avoir testé ça, c'est la première fois que je changeais d'adresse. Et en plus, en changeant de région et tout, donc ça pouvait être assez compliqué. Aujourd'hui, c'est devenu très simple, et c'est peut-être une flemme aussi de ne pas le faire. Vous partagez. Est-ce que vous-même vous êtes à jour et vous gardez une carte d'électeur? Non. Si moi je suis à jour, je peux aller voter si je décide d'aller voter au dernier moment. Donc pour toi, Priscilla, c'est un choix radical. Tu ne comptes pas aller voter. Tu ne feras les procédures que si l'homme providentiel ou vraiment un renouvellement de la classe politique se fait. C'est bien ça. C'est un peu ça l'idée. Messieurs, dames, pour conclure ce débat, je lancerai peut-être une idée par là, une idée qui a été évoquée par Claude Bartolone et Michel Winnock dans leur rapport pour améliorer la démocratie. La proposition suivante, un vote obligatoire. Est-ce que c'est pas ça qu'il nous faut, Florent? Pas du tout. Complètement non. Depuis quand un droit devient-il une obligation? Là, c'est un devoir donc. Donc un devoir, ouais. Et on change complètement la façon de faire au final. Et du coup, est-ce qu'on n'aurait pas des gens qui seraient tentés de voter n'importe comment, sans réfléchir peut-être, sans avoir une réflexion, comme des gens peuvent l'avoir actuellement et qui ne vont pas voter, en disant, écoute, on m'oblige à voter, je vais faire chier tout le monde. On peut demander justement à des gens qui ne vont pas voter, comment le prendriez-vous, ce devoir d'aller voter finalement? Personnellement, je pense que je voterais blanc. Maintenant, si c'est autorisé. Si c'est autorisé, on ne peut pas me forcer à mettre un carton dans l'enveloppe.
On peut pas. Si c'est la loi qui le veut, si cette loi de Barthelone veut ça, par Ça, exemple, je partage, c'est vrai que Rémi soulève un point intéressant, ça peut être difficilement contrôlable puisque l'on vante à bulletin secret jusqu'à hors du contraire. Voilà, donc c'est difficile de contrôler ce qu'il y a dans l'enveloppe. Enfin, je pense que là, on atteindrait quand même le fond du fond si on forçait les gens à voter pour quelqu'un dans tous les cas. Oui, ouais, bon, clairement. revenons peut-être à ce que disait Rémi, s'il veut bien continuer. Oui, donc je disais, je voterais plutôt blanc parce que pareil, j'ai pas envie de cautionner quelqu'un, on en revient à ce que je disais. Maintenant, l'impact sur les gens, surtout si jamais le vote blanc est pas reconnu, ça veut dire vraiment qu'on enlève une manière aux gens de s'exprimer. Et donc, c'est un peu baisser la qualité de ce qu'on peut exprimer lors de l'élection. Donc, c'est un peu reculé en termes de démocratie. Priscilla, pour terminer cette première partie de l'émission. Je suis d'accord avec ce qui s'est dit. C'est déjà, à mon avis, pas très démocratique, on va dire, de forcer les gens à voter s'ils n'en ont pas envie, ou au pire, ils voteront blanc, on sera bien avancé. Et puis, en effet, l'impact sur les gens, ça sera quand même, à mon avis, assez dévastateur. À mon avis, c'est une très mauvaise idée. Je vois pas quel bien ça peut apporter. Honnêtement, à part voilà, que les gens vont voter n'importe comment, voilà, à la rigueur même pas voter blanc, mais si on me force, je sais pas, cocher le premier nom qui me vient sous le nez, lui il a un joli nom, une jolie cravate, voilà, on va aller là-dedans, et au final, si tout le monde fait ça, c'est un peu dommage. Donc c'est peut-être pas la solution idéale pour redonner aux gens finalement le goût d'aller voter, si je vous comprends bien. Il semble y avoir finalement un consensus autour de ça. Un enfant qui aime pas les choux de Bruxelles, c'est pas en lui enfonçant des choux de Bruxelles dans la bouche qu'il va aimer ça. J'adore l'image. C'est un peu dommage parce que c'est pas si dégueulasse les choux de Bruxelles. Tiens, si vous aimez pas les choux de Bruxelles, envoyez-les à Radio Rec, vous les mangera. Voilà, avec plaisir. Ne torturez plus vos enfants, envoyez-moi vos choux de Bruxelles. Bon alors, messieurs, dames, si on veut bien passer à la deuxième partie de cette émission, je vous le disais, deuxième forme finalement de désengagement, la déconnexion, qui elle est presque imposée aujourd'hui. C'est la loi, c'est un nouveau droit de l'homme, disent certains. Ça fait partie de la loi travail, la fameuse loi El Khomri, je vais y arriver. Attention. Elle aussi a quelques difficultés parfois à s'exprimer. Voici que je l'imite. Myriam El Khomri, disais-je, a intégré parmi toutes ces mesures de la loi travail, ce fameux droit à la déconnexion. Messieurs, dames, revenons sur ce droit en lui-même. Est-ce que c'est une bonne chose de faire passer à travers la loi un nouveau droit finalement qui protège d'une certaine manière les employés face aux managers, un manager un peu trop présent, un peu omniprésent finalement, présent à toute heure? Pourquoi Florent, pourquoi on ne pourrait pas créer une loi avec un droit qui dit que dans le sandwich qu'on mange le midi, il faut obligatoirement qu'il y ait 3 choses. Non mais, on crée des lois pour tout et n'importe quoi. Alors maintenant, on crée des lois pour savoir quand est-ce qu'on doit lire nos mails. C'est peut-être à la discrétion de chacun aussi de savoir à un moment quand tu as envie de lire ton mail. C'est sûr que moi, j'ai déjà bossé et des fois, on m'appelait à 22h pour des trucs. Dans ce cas-là, je ne répondais pas. Il y avait un répondeur qui marchait très bien. Et des fois, c'est vrai que je recevais un mail, je voyais le titre. Ça pouvait m'intéresser parce que j'étais chez moi peut-être devant ma télé en train de regarder Top Chef, mais ce mail-là m'a intéressé, même si je ne le traiterai que le lendemain ou après le week-end. Je pense qu'on prend les gens pour des imbéciles en leur codifiant tout. On codifie tout aujourd'hui. Alors bientôt, voilà, il faudra se réveiller de telle façon, manger de telle façon le matin, se laver à telle heure. Pour moi, ce genre de droit, c'est Big Brother. Priscilla, est-ce que tu partages cet avis? Toi qui es justement très offensif quand l'on parle justement de Big Brother. Est-ce que tu retrouves cette image-là d'un système qui contrôle tout, qui surveille tout à travers cette loi-là? Oui, forcément, on arrive exactement dans ce genre de situation, mais surtout ce que je trouve triste dans le fait de devoir créer, enfin devoir, c'est pas un devoir, mais dans le fait de créer un droit à la déconnexion, c'est qu'on estime qu'il y a quand même une demande, c'est-à-dire qu'on estime qu'il y a quand même des gens qui n'en sont pas capables, peut-être. Et qu'est-ce qu'on a fait pour en arriver là, pour que des gens soient incapables de se dire je suis chez moi avec mes enfants, il est 22h, non, je ne prendrai pas cet appel ou je ne répondrai pas à ce mail. Comment on en arrivait à un point où les gens se sentent stressés, oppressés et se sentent obligés de répondre parce que, je sais pas, ils vont rater un contrat, ils vont subir des sanctions. Je veux dire, c'est qu'il y a un problème quand même avant tout.
dans la manière, dans les conditions de travail, pour que ces gens se sentent à ce point obligés de le faire à des heures indues, en plein week-end, en vacances, ou que sais-je. Justement, c'est un des points qui a été soulevé par le gouvernement au moment de mettre en place cette loi. C'est le fait que, d'une certaine manière, les gens n'ont pas le choix, puisqu'il y a une obligation presque professionnelle, une pression sociale dans le monde du travail, qui fait qu'ils doivent d'une certaine manière répondre à leurs mails, répondre à leurs appels, et avec une confusion du genre parfois qui existe entre téléphone portable professionnel et téléphone portable personnel. Rémi. Oui, alors sur cette pression, j'aimerais juste revenir sur un point, tu parlais tout à l'heure des managers qui imposent cette pression aux gens. Pour moi, c'est pas vraiment les managers qui imposent ça, dans la mesure où à partir du moment où chacun, à partir du moment où il en a la possibilité, va lui-même se sentir obligé et risque lui-même de se mettre la pression, malgré le fait que certains managers pourraient même, eux, se retrouver dans la position contraire, à savoir demander à leurs subordonnés de devoir lever le pied. Pour moi, c'est simplement le fait d'avoir cette possibilité, le fait qui fait que tu verras tout le monde autour de toi se mettre à travailler davantage, donc tu vas te mettre la pression parce que tu n'en fais pas autant qu'eux. Tu vas te rendre compte que tu n'as pas fini tout ton travail pour une raison ou pour une autre, et donc tu vas te mettre la pression parce que tu avais la possibilité de le continuer, mais tu l'as pas fait parce que tu n'as pas voulu travailler chez toi. Donc au final, c'est plus les gens qu'il faudrait sensibiliser et les amener à réfléchir sur l'usage qu'ils font de ces possibilités qu'ils ont de travailler chez eux et de ne jamais se déconnecter vraiment de leur boulot. Et comment justement on peut amener les employés à être plus sensibilisés, à être plus conscients de ces abus et de cette servitude qu'ils s'imposent à eux-mêmes, si je peux me permettre l'expression. Pour moi, justement, ça serait un des rôles fondamentaux du manager, dire à toutes les personnes dont il a la responsabilité, leur fixer les limites, même si ça reste quand même extrêmement compliqué pour lui de se rendre compte. Déjà, si une des personnes qui a sous sa responsabilité travaille trop, il n'a pas forcément la possibilité de le voir. Et ensuite, commencer à lui mettre la pression pour qu'il lève le pied, ça peut aussi être mal perçu. Dans la mesure où si jamais tu te rends compte, toi, que tu as du mal à terminer, que tu as forcé de continuer chez toi, si jamais on vient t'interdire de continuer de travailler, si jamais on vient te forcer à te déconnecter de ce que tu fais, ça veut dire derrière qu'il va falloir que tu avoues à ton manager, que tu t'avoues à toi-même que tu n'es pas capable de faire, dans le temps qui t'était imparti, tout ce que tu étais censé faire. Mais vous ne m'ôterez pas quand même de la tête qu'il y a certains managers qui ne sont pas forcément bienveillants envers leurs équipes. Et ce qui m'amène aussi à rajouter quelque chose, c'est-à-dire que la presse étrangère, notamment américaine, a été extrêmement bienveillante, pour le coup, à l'égard du gouvernement. Il y a eu énormément de choses qui ont été dites sur cette loi, sur cette partie de la loi travail, en disant que la France était peut-être précurseur sur quelque chose qu'il fallait développer à travers le monde. Florent. Non, moi je maintiens ce que je disais tout à l'heure. Je te demande pas de changer d'avis, mais sur cette manière dont est perçue la loi à l'étranger aussi, c'est intéressant. C'est symptomatique finalement d'une société où les gens sont plus capables de penser par eux-mêmes, de faire des choses par eux-mêmes. Alors voilà, c'est ça. Après, ça sera il faut lire à telle heure et je sais pas, moi dans 100 ans, peut-être qu'on aura un droit à se faire torcher les fesses quand on sort des toilettes. Mais ça m'inquiète vraiment. Je sais pas si ça se ressent quand je parle, mais je suis vraiment inquiet quand on voit maintenant. Puis surtout, on essaie de mettre des gens dans des cases. On n'est pas tous pareils, comme disait Rémi, face au travail. Ben voilà, c'est pas parce que tu finis pas un travail à l'heure que tu es peut-être incompétent. Et il peut y avoir des facteurs qui font un ordinateur qui bug, une info qui n'arrive pas assez vite. Le travail n'est pas fini. Après, c'est chacun. Il y a des gens qui travaillent plus vite que d'autres qui sont plus à l'aise pour travailler le matin que l'après-midi. On ne peut pas imposer un système équivalent pour tout le monde. Donc, on a déjà des règles qui font pour vivre en société, heureusement. Mais après, il faut prendre en compte aussi la spécificité de chacun et heureusement que toi tu travailles pas comme moi et heureusement, si on était tous pareils, ça serait dangereux pour le monde. Non, et puis c'est pareil, quand on parlait de démocratie tout à l'heure, c'est que si par contre quelqu'un a envie de répondre à ses mails à 1h du matin, qu'il le fasse. Ouais. Je veux dire, on n'a pas de raison de l'empêcher de le faire si lui, ça lui fait plaisir, s'il est réveillé tous les soirs à 1h du matin parce qu'il a un rythme de vie tel quel et qu'il a envie de le faire, pourquoi pas. Surtout, et c'est ce qui me chérit, et je pense qu'on va en parler, c'est à quel point c'est devenu aussi un véritable business et à quel point les gens maintenant vont avoir envie d'acheter, j'en voyais plein la dernière fois dans les librairies, c'est fini, j'arrête l'hyperconnectivité, c'est fini, je me déconnecte, vive la déconnexion, des bouquins soi-disant qui sont censés aider les gens comme s'ils n'étaient pas capables d'éteindre leur portable eux-mêmes, c'est quand même dramatique. Moi je le vois par exemple, expérience au cinéma, combien de gens
regardent leur portable pendant la séance? Est-ce qu'ils ne peuvent pas éteindre leur portable 1h30 dans leur journée? C'est quand même... et là, on parle même plus du professionnel. Oui. Là, ça rentre carrément dans des méthodes, des modes de vie où ils n'arrivent même plus à se passer de ça. Ne parlons pas de ça, je vais m'énerver, je pense. Les gens qui consultent leur téléphone au cinéma, je pense qu'il n'y a pas pire au monde et qu'il y a des peines capitales qui devraient être rétablies pour ça. Ça dépend Non. des films. Hein. C'est vrai. Bon, j'ai même quand je suis allé voir Iris au cinéma, je n'ai pas pardonné la personne qui consultait son cinéma, qui consultait son téléphone. C'est vous dire. Non, mais Priscilla, tu me coupais presque l'herbe sous le pied. Oui, on allait, et on va le faire maintenant, parler de ce phénomène qui grandit, ce qu'on appelle la digital detox, la désintoxication numérique, ce phénomène qui veut que de plus en plus de personnes soient intéressées par une coupure finalement face aux nouvelles technologies, que ce soit le téléphone, l'ordinateur. J'espère que tous les téléphones sont coupés par ailleurs autour de la table. Priscilla, on va revenir d'abord ensemble sur ce dont tu parlais, le phénomène presque de librairie, de plus en plus d'auteurs qui se saisissent des questions liées à la déconnexion. Qu'est-ce que tu vois dans les étals des librairies notamment? C'est ce que je disais, c'est des méthodes en fait, des méthodes pour apprendre à se déconnecter. Alors qu'est-ce qu'on fait? J'ai jamais ouvert ça, parce que ça m'horripile déjà de voir le titre. En fait, je sais pas si on prend les gens pour des abrutis en estimant qu'ils ont besoin d'un bouquin pour leur apprendre, ou est-ce que les gens sont devenus tellement flemmards, je sais pas, qui préfèrent... Est-ce que c'est pas simplement que c'est trop fort, cette connectivité, cette connexion est ultra forte et on n'arrive pas à s'en passer? Moi, je me sens pas hyper connectée, donc peut-être que je ne saurais pas parler et que je sais pas ce que c'est. Moi, j'ai aucun souci à ne pas avoir mon portable sur moi ou de pas répondre pendant plusieurs heures. Mais tu peux concevoir que ça c'est le cas de beaucoup de personnes qui n'arrivent pas justement à se séparer de cet organe presque de leur corps. Non, moi je le conçois pas, mais ça facilite beaucoup. Je vais pas cracher dessus. J'ai un téléphone, j'ai une tablette, j'ai un ordinateur. Évidemment, ça simplifie énormément les choses. Mais de là, je pense qu'en fait c'est devenu une mode un petit peu comme c'est devenu la mode des détox en général. Il n'y a pas que le numérique d'ailleurs. C'est devenu un peu la mode. Et donc je pense que voilà, évidemment, comme tout effet de mode, c'est une niche. Il y a plein de gens qui se ruent dessus. On va avoir plein de bouquins pendant X années et puis après ça va se calmer, j'imagine, un peu de lui-même. Florent, sur cette question, toi aussi, pour toi, c'est un effet de mode ou il y a un vrai problème derrière? Le vrai problème. La vraie chose, c'est derrière les gens qui se font un max de fric et qui, eux, sont connectés au portefeuille des gens et qui pompent régulièrement du fric en faisant ce genre de livre. J'aimerais un jour qu'il y ait un des Donc auteurs... pas de problème? Le problème, c'est pas le livre en lui-même, c'est les gens qui l'achètent. C'est-à-dire? C'est grave de se dire qu'on a besoin effectivement d'avoir un livre pour éteindre son téléphone. Moi, il se trouve que je suis quelqu'un d'assez connecté. On riait tout à l'heure avec Hugo en se regardant quand tu parlais de gens qui répondent à 1h du matin, parce que c'est mon cas. Et je réponds toujours assez vite à mon téléphone, sauf que des fois, là, par exemple, cette semaine, j'avais un ami qui était de passage, mon téléphone passait au second plan. Du coup, je répondais un peu moins. Alors, il y en a qui m'ont fait la remarque, tu réponds moins vite. Je fais parce que j'ai autre chose à foutre. Voilà. Après, quand je suis chez moi, je suis capable de faire 3 choses à la fois. Alors, je peux regarder une émission de télé, lire un livre et répondre à mon téléphone en même temps. Il se vante? Non, parce que sinon, j'ai l'impression de m'embêter. Clairement. Mais c'est vrai que je réponds vite, mais quand j'ai envie de ne pas répondre, je le fais. Tellement que j'avais des collègues de travail il y a quelques années qui m'avaient proposé un défi. C'était qu'on partait en sorte de week-end un peu pour couper en montagne. Alors, c'était très sympa. Ils nous ont dit, on te fait un défi, on te paye un resto au retour si tu ne touches pas à ton téléphone pendant 3 jours. J'ai dit, ok. La seule chose que je m'en sers, c'est comme il fait bien noir là-bas, comme lampe. J'avais pas pris de lampe. Je me suis servi de mon téléphone comme lampe pendant 3 jours. Et pourtant, il y avait des matchs de Ligue des Champions, je crois. Et j'adore le foot. Et j'avais réussi le défi aisément, et parce que j'étais avec des gens que j'aimais bien, on jouait aux cartes. Ça se passait très bien. Et voilà. Je suis peut-être l'exemple d'une personne très connectée, mais qui peut s'en passer facilement. Et je ne me vois pas aller acheter un livre pour apprendre à me déconnecter, tout ça. Pour moi, là, c'est comment dépenser 20 € inutilement. Alors, si vous me permettez, je vais vous citer quand même une étude qui est parue en 2016, l'usage 2016, usage mobile 2016 par le cabinet Deloitte, ou Deloitte. Deloitte, ça doit être un nom du Nord, ça. C'est français. C'est français, Deloitte. Moi, j'internationalise un peu tout ça. Quoi qu'il en soit, les chiffres que nous donne ce cabinet français, donc, 77% des Français âgés de 18 à 75 ans qui ont un smartphone. Et pour aller plus loin dans l'addiction, 41% des Français qui avouent qu'il leur arrive de consulter leur téléphone au milieu de la nuit et pas pour regarder l'heure. 7% qui ne résistent pas à la tentation de répondre à leurs messages. Et enfin, 58% des sondés qui consultent leur smartphone au volant.
Est-ce que pour vous, il y a un problème ou ces chiffres sont tout à fait normaux? Peut-être Rémi, pour commencer. Ensuite, j'ai envie de dire que tout dépend des personnes, tout dépend comment est-ce que tu le vis, puis tout dépend pourquoi tu fais ça. On peut pas faire des généralités sur toutes ces personnes-là, évidemment. Maintenant, s'il y a des personnes qui consultent leur téléphone en plein milieu de la nuit pour une raison particulière, parce qu'ils attendent quelque chose, parce qu'il y a un événement susceptible de se passer, c'est une chose. Effectivement, si ça commence à perturber ton sommeil, si ça commence à avoir des incidents sur le reste de ta vie, c'est là, à mon sens, où ça commence à poser problème. Si jamais tu commences effectivement à arriver en retard à ton travail, à ne plus pouvoir suivre tes autres passions, si jamais ça a des incidences sur les relations que tu peux entretenir avec les autres, oui, là, il faut effectivement te remettre en cause. Mais si tu es capable de consulter ton smartphone n'importe quand, si tu fais ça en permanence parce que ça te plaît, parce que t'aimes bien faire ça, mais que derrière, tu es capable de t'en passer si jamais il y a besoin, et tu es capable de vivre normalement. Donc, pas de problème, a priori, problème. les gens sont grands, adultes, et donc ils arrivent à se réguler. Priscilla? On espère en tout cas, c'est justement quand je vois tous ces bouquins, je me pose la question, est-ce que les gens sont capables de se déconnecter d'eux-mêmes? On se pose la question, mais c'est ça qui me fait peur en fait. Il y a quand même, a priori, quand on regarde, quand on s'informe un peu sur ces questions liées aux déconnexions, on voit énormément d'enquêtes, dont celle de Deloitte, pardon, décidément, j'arriverai pas à dire correctement, Deloitte, ce cabinet français, qui nous dit, voilà, Deloitte, finalement, parmi d'autres, qui nous parle de ce rapport à la dépendance. Il y a quand même des risques liés à la connexion, messieurs, dames, non? Pas plus que ça. C'est pas l'outil qui fait risque, c'est ce qu'on en fait. C'est comme pour tout. Je prends souvent l'exemple d'un couteau. Un couteau, on peut très bien faire le bien et le mal avec. Pour un téléphone, Internet, c'est pareil. Le problème vient des gens, à la base. Mais est-ce que les gens sont vraiment conscients de leur dépendance? C'est peut-être ça ma question fondamentale. Est-ce que c'est vraiment une dépendance? Est-ce qu'on ne regarde pas Facebook parce qu'on n'a pas rien d'autre à faire? C'est peut-être un palliatif à l'ennui, ça je suis d'accord. Ouais. Je pense que c'est représentatif, oui, d'une société où les gens s'ennuient. C'est quand même triste, par exemple, quand il y a plein d'amis, ils sont tous sur leur téléphone, ou au restaurant de voir deux personnes chacune sur leur téléphone face à face, ou des choses comme ça, on se dit quand même, mais ils ont rien à se dire. Enfin, j'engueule mes potes quand ils sont à fond sur leur téléphone alors qu'on est plusieurs. Parce que là, c'est peut-être un symptôme en fait plutôt qu'une conséquence. Et je pense que il faut s'inquiéter parce que c'est un symptôme de quelque chose de plus vaste qui concerne vraiment la manière dont les gens se sentent en société avec des gens. Enfin, je sais pas. Moi, je vois ça comme un symptôme plutôt que vraiment. Parce qu'après, les addictions, on va en parler, c'est comme les jeux vidéo. Enfin, maintenant, on sort toutes des addictions pour tout et n'importe quoi. Et je sais pas quelle est la définition médicale de ce genre de choses, mais à mon avis, ça se discute. Donc, après, à la rigueur, au mieux, au moins de la sensibilisation. Pareil, pas besoin de faire des droits ou je sais pas quoi, juste expliquer aux gens, écoutez, vous n'êtes peut-être pas obligés de faire comme ça, de la sensibilisation, de l'éducation dès le plus jeune âge aussi. Moi, ça m'inquiète aussi un peu, ces enfants qui ont un iPhone 7 à 5-6 ans dans les mains. Non, mais moi, je trouve ça bizarre. Alors, peut-être qu'on va se dire, t'as vécu une époque où on n'a pas des téléphones comme ça à notre âge, mais moi, je trouve ça inquiétant à 5-6 ans d'avoir un iPhone 7 dans les mains. Oui, on recommande, je ne sais plus quel organisme recommande aux parents de ne pas faire toucher à leurs enfants un téléphone, un smartphone avant 6 ans. Donc voilà, pour les risques. Messieurs, dames, peut-être revenir sur un risque dont on parle assez souvent, un risque, parce qu'au niveau scientifique, pas mal d'études qui ont été faites sur les conséquences des ondes de ces appareils qui nous entourent de plus en plus, les téléphones comme d'autres. Hein. Est-ce que quelqu'un s'y connaît un peu au niveau des ondes? Je crois que Rémi, on en parlait un petit peu avant, en préparant cette émission, sur les ondes, il y a des vrais problèmes quand même. Oui, alors, il y a beaucoup d'études, vraiment beaucoup, qui ont été faites sur le sujet parce que ça inquiète les gens, et forcément, à juste titre, hein, c'est un phénomène relativement nouveau, c'est invisible, on ne sait pas trop ce que c'est, donc forcément tout le monde s'inquiète. Les dernières conclusions, j'ai regardé les publications de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, pardon. De la santé. Ne pas confondre avec l'OMC. Voilà. Donc, qui concluait qui a classé les dangers des ondes comme étant potentiellement cancérigènes. Ce qui veut dire que jusqu'à présent, les études qui ont été faites n'ont pas vraiment montré de lien de cause à effet entre une surexposition aux ondes et un cancer, mis à part quelques cas très particuliers avec des jeunes enfants, mais même là, c'est pas très clair. En revanche, ça reste classé comme étant potentiellement cancérigène parce qu'ils admettent qu'on n'a pas fait étude sur suffisamment longtemps pour connaître le résultat, l'impact
sur le très long terme sur un être humain. Étant donné qu'aucun être humain jusqu'à présent n'a vécu pendant 90 ans en ayant le taux d'exposition qu'on a actuellement. Messieurs, dames, d'autres points sur cette question? Ouais, pour moi, il y a aussi Florent. une étudite, entre guillemets, je vais appeler ça, c'est comme une maladie. On fait des études pour tout et n'importe quoi. Quand je prends l'exemple du verre de rouge à midi. Il y a des études qui disent que c'est bon et d'autres qui les contredisent, qui disent que c'est mauvais. Et ça fait 50 ans et pourtant le verre de rouge, ça fait des années quand même qu'on vit avec et qu'on n'a toujours pas de réponse. Donc, et on fait des études pour tout et n'importe quoi et j'ai l'impression, et je vais peut-être un peu monter en généralité par rapport à ce qu'on faisait dans cette émission, que les gens ont besoin de leur dire quoi penser. Donc à chaque fois, ouais, comment se déconnecter, est-ce que c'est bon, est-ce que c'est mauvais, on a besoin de dire quoi penser, alors qu'en même temps, il y a un besoin aussi de s'exprimer. Notamment voilà, de remise en cause de démocratie en disant on a besoin de plus d'expression. Mais d'un côté, on veut nous apprendre à penser, on demande, il y a une demande justement de comment penser, et de l'autre, c'est une demande à s'exprimer. Là, je ne comprends plus le monde. Clairement. Alors, justement, ces études-là, elles répondent quand même à un phénomène de société, à savoir... Elle répondra jusqu'à que tu en aies une autre étude qui dise le contraire. Mais elle répond d'une certaine manière. Je veux dire qu'elle donne un point de vue ou un autre, Oui. enfin des résultats ou un autre plus qu'un point de vue. Il y a quand même derrière un phénomène de société, c'est-à-dire un usage croissant des appareils Oui. comment dire, électroniques. Et ça, tu n'as pas besoin de faire une étude pour voir qu'il y a des appareils qui sont utilisés tous les jours. Non, mais sur la conséquence de Oui. ces appareils sur nos vies. Sauf que peut-être dans 6 mois ou dans un an, tu auras une étude qui te dira exactement le contraire que la dernière. Et ça se faisait déjà pour le verre de vin, pour des tas d'autres choses. C'est pour ça que j'ai plus envie de les lire. Ça me gave, parce que on dit toujours tout et son contraire. Et il y a même une étude belge qui a démontré que pendant 80, ils ont fait une étude sur 90 jours, ben en 90 jours, il y a 3 mois qui sont passés. Mais ils ont fait ça, alors ils ont expliqué pourquoi, c'était pour se foutre de la gueule de toutes ces études, effectivement, qui disent tout et son contraire tout le temps. Rémi, sur ce point. Oui, alors là-dessus, il y a quand même un problème qui est le problème du traitement journalistique des publications scientifiques, dans la mesure où les journaux ont pris l'habitude de publier une publication sans prendre de recul, sans regarder le contexte dans lequel elle se trouve, et d'en tirer et de publier ça comme étant des conclusions définitives et comme étant les résultats d'un consensus scientifique. Le souci, c'est que quand tu as une publication scientifique qui est faite, elle n'est jamais seule. Tu en as beaucoup d'autres autour, et sur un sujet, tu peux avoir 99 études qui vont dans une direction, puis la 100e qui, pour une raison ou pour une autre, aura eu des conclusions qui sont différentes, parce que les résultats ne sont pas forcément 100% fiables. On a toujours une marge d'erreur quand on essaye de prendre des résultats statistiques. On a toujours un coefficient de confiance. Il peut arriver que le résultat soit faux. Donc, au final, si jamais on prend une étude en tant que telle, on peut dire n'importe quoi. Tu prends tous les articles journalistiques qui sont publiés, sur n'importe quel sujet, ils diront tout et son contraire. Alors que derrière, il faudrait plutôt essayer de se poser la question du consensus scientifique actuel, du résultat actuel de la majorité des études. Et là, on pourrait avoir une conclusion qui ne changerait pas tous les 15 jours. Est-ce que c'est pas aussi aux scientifiques quand même de faire ce travail-là et de ne pas simplement être content quand il y a un article qui est fait sur leur étude? Parce qu'ils sont bien contents quand même qu'il y ait des articles qui se fassent sur leurs études et qu'on parle d'eux. Priscilla, peut-être pour conclure ce débat. Pour conclure ce débat ou pour revenir sur la question des ondes, parce que la qu'on question dérivé, des études, j'aurais aussi des choses à dire sur Ouais. la manière dont, par exemple, les sondages, entre autres, et les études Oui. sont faites, puisqu'il y a une question d'échantillonnage de base, et que c'est un vrai problème aussi. Donc, ça, c'est peut-être un autre débat. Sur les ondes, j'en parlais avec mes camarades un peu avant l'émission. Alors, ils n'étaient pas vraiment d'accord avec moi sur ce que j'appelais un principe de précaution, donc c'est pas tombé dans l'extrême, mais c'est que, à mon sens, on peut quand même supposer, potentiellement cancérigène, que donc les ondes, à très forte dose ou très proche de notre tête ou peu importe, il y a quand même de grandes chances que ce soit pas très bon pour la santé. Ça peut être rien de grave, mais en tout cas, ça fait pas du bien. Donc après, je pense qu'il y a une question de bon sens, que par exemple, on n'est pas obligé de dormir avec son téléphone juste à côté de l'oreiller, qu'on n'est pas obligé de faire certaines choses, et que dans le doute, alors je dis pas tout couper, mais en tout cas peut-être faire un tout petit peu attention. Voilà, de toute façon, on n'aura pas de risque zéro ça sera impossible de ne pas subir d'ondes, mais en tout cas peut-être à minima limiter ce qu'on a en attendant d'avoir des réponses peut-être plus définitives, si jamais il y en a un jour. Concrètement, si on veut donner des exemples aux auditeurs, les aider un petit peu sur cette protection face aux ondes, donc tu disais éloigner son téléphone quand on dort, d'autres choses à faire? Et surtout le mettre en mode avion, parce que l'éloigner c'est bien, mais le but c'est quand même de couper au maximum les choses, mais tout ce qui apparaît en général la nuit, essayer de les éteindre, vraiment pas les mettre en veille. Déjà, ne serait-ce que pour l'électricité, c'est pas mal. Mais vraiment, les couper et essayer vraiment d'en faire en sorte que, ne serait-ce que la nuit, parce que ça perturbe, à mon avis, quand même beaucoup le sommeil. Il y a aussi ces fameuses études sur les écrans, que la lumière des écrans empêche l'endormissement. La lumière bleue, en effet, Voilà. des écrans, notamment de téléphone, qui
bascule, qui bouscule plus exactement l'horloge biologique. Voilà, et il y a des conseils comme ça, par exemple, de ne plus regarder son téléphone, je crois, 30 minutes ou 1 heure avant de dormir, de plutôt préférer de la lecture, des choses comme ça, qui vont endormir petit à petit le corps. Donc voilà, peut-être des petites choses, mais voilà, 1 demi-heure sans portable avant de dormir, le mettre loin de son lit quand on s'endort, voire dans une autre pièce, et couper la plupart des appareils, vraiment les couper, les éteindre. Bon, puisque tu relances un petit peu ce débat et que je vois Florent grimacer quand tu parles, je vais quand même lui donner la parole, je vais pas trop le contrarier. Non, j'écoutais attentivement. Si, pour la lumière bleue, maintenant ils font sur les téléphones des modes nuit où ils enlèvent la lumière bleue. Bon, à voir après, peut-être que c'est aussi dangereux. C'est comme les cigarettes électroniques au final, on ne sait pas. Mais décidément très. Tu doutes beaucoup aujourd'hui de. Ouais, mais en général, j'ai une philosophie. Carpe diem, j'ai envie de dire à des moments. Est-ce qu'on se prend pas trop la tête aussi? D'accord, il faut se le prendre un petit peu, il y a un juste milieu à avoir, mais je citerai l'économiste Keynes, alors sur lequel je ne rejoins pas beaucoup d'idées, mais là-dessus, oui, à long terme, on est tous morts, donc on sait la finalité, c'est pas très joyeux, mais en attendant, sauf qu'en attendant, on est vivant, et autant profiter un maximum de ce qui se fait, et c'est sûr que c'est pas en espionnant Facebook à 3h du matin quand t'as rien d'autre à foutre, mais vivant, et moi, voilà, regarder un bon film avant de dormir avec mes amis, quand j'ai des amis à la maison ou quoi, c'est super agréable. Mais ça c'est une autre question, peut-être. Non, mais c'est aussi pour l'écran. Et je suis dans un moment moi, de ma vie aussi où j'ai pas envie de me prendre la tête. Tu vois. Et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, on aime se prendre la tête. Les conseils YOLO donc de Florent. Ouais. Exactement. Non, j'aurais la politesse quand même de donner le dernier mot à Rémi qui nous a fait le plaisir de participer à cette émission. Merci Rémi. Si tu as un mot pour conclure ce débat, voilà, le fait du prince un petit peu. Voilà, moi je serais plutôt d'accord avec Florent, dans la mesure où effectivement, tant qu'il n'y a pas de risque majeur identifié, on peut se permettre de le courir, donc carpe diem comme tu disais. YOLO. Merci messieurs, dames. Et pour conclure cette émission, déjà je vous remercierai évidemment encore une fois, et puis je donnerai un droit de suite à un débat que l'on a fait la semaine dernière sur le rapport entre la politique et la science, droit de suite concernant le Conseil d'État qui a dit que finalement cette question vous savez, en France on a 3 vaccins obligatoires, la DTP. Seulement ça n'existe plus, le vaccin à contre ces 3 maladies uniquement n'existe plus, n'est plus disponible parce que les laboratoires ont fait ce choix. On peut se faire vacciner contre le DTP plus la coqueluche, le DTP plus la coqueluche plus l'hépatite B, etc., mais il n'est plus possible en 2016, en 2017 également, puisqu'on est en 2017, de se faire vacciner contre ces 3 pathologies uniquement. Le Conseil d'État s'offusque de ça et a demandé au ministère de la Santé et des Affaires sociales de remédier à cela dans les 6 mois. Donc affaire à suivre également. Merci à tous et à la semaine prochaine. Suivez-nous sur radio-rec.fr. Partagez l'émission sur Facebook et Twitter. Retrouvez-nous sur YouTube.